bienvenue sur la chaîne YouTube de Monsieur Colony. Pour certains, c'est un rêve, pour d'autres, c'est une déception, mais pour beaucoup, c'est la banale société dans laquelle ils vivent. L'Occident, c'est avant tout une histoire, une culture, une civilisation. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir la grande aventure de l'Occident à travers les époques, de l'essor médiéval à la géopolitique contemporaine, en passant par la Renaissance italienne ou le 19e siècle compris. Nous avons avec nous deux historiennes de renom. Alors, mesdemoiselles, racontez-nous l'histoire de l'Occident. Autour de l'an 1000, l'Occident prend son essor. L'histoire se répète. Comme au néolithique, au XIe siècle, le surplus agricole amène à la croissance démographique et à la création de nouveaux métiers. On identifie 3 causes à ce surplus. La maîtrise du fer, de l'énergie hydraulique et de la force animale, le défrichage de nouvelles terres et l'intensification des cultures. En fait, comme ce ne sont plus des esclaves, mais des paysans qui exploitent la terre, ils y prennent davantage intérêt. Avec l'augmentation de la population vient l'essor des villes. Plus il y a de villes, plus il y a d'échanges entre elles. Les nouveaux métiers en question sont ceux de l'artisanat et donc de la vente. Les artisans et les marchands s'organisent en corporations. C'est donc sur cette base de confiance, suscitée par le respect de règles communes, que se développent les échanges et même le capitalisme. En effet, les premières sociétés par action permettent de participer à l'achat d'un navire marchand. Par les croisades, les Européens ont goûté au luxe, oriental et africain. Des marchands répandent donc les épices et les soieries, comme l'or et les pierres précieuses, du sud au nord. Avec cet essor commercial, les transports terrestres et maritimes s'améliorent. Arrive le gouvernail, la boussole et l'astrolabe. On utilise de plus en plus le cheval, qui se dote d'un harnais et de fers aux sabots. Alors, une première route de commerce s'établit autour de la Méditerranée, via Venise et Gênes, et une seconde autour de la mer du Nord et de la mer Baltique, dominée par Cologne en France et Danzig en actuelle Pologne. L'Occident, en l'an 1000, est caractérisé par une unité spirituelle. Cette chrétienté universelle s'observe aussi bien dans l'art gothique que dans les croisades. Le latin médiéval, langue commune, et l'absence de frontières concourent à la libre circulation des pèlerins, des soldats, des marchandises, mais surtout des idées. Grâce à une stabilité et à une prospérité nouvelle, l'Europe peut adopter une attitude offensive et part donc pour une première croisade en 1095. Au-delà de leur aspect sanglant, les croisades révèlent à l'Europe l'étendue infinie de nouveautés qu'offre le reste du monde. Ainsi, l'Occident sera l'une des seules civilisations qui ne se repliera jamais sur elle-même durant le millénaire à venir. La Renaissance est un moment de l'histoire représentant la transition entre 2 périodes historiques, le Moyen Âge et les temps modernes. C'est à la fois une période de l'histoire et un mouvement artistique. Elle voit progressivement le jour en Italie au XIVe et XVe siècle, puis dans toute l'Europe. Elle se terminera vers la fin du XVIe siècle avec le maniérisme. C'est durant cette période que l'homme a renouvelé sa vision de l'humanité et qu'il a commencé à remettre en question l'importance de Dieu. Elle est marquée par un ensemble de transformations politiques, économiques et socioculturelles. Du côté politique, nous avons remarqué une forte expression du totalitarisme. Entre autres, le passage de la féodalité à un régime où le roi devient tout-puissant. Il détient tous les pouvoirs et a désormais un contrôle absolu sur le royaume. C'est notamment une dictature caractérisée par le fait que l'État décide tout. Les empires les plus puissants en ce moment sont le Saint-Empire romain germanique et le Royaume de France. De plus, des revendications nationalistes et l'affirmation des États surgissent en Europe. Des idées révolutionnaires apparaissent, c'est le siècle des Lumières. Il s'agit d'une période de réflexion pour la culture et le respect des libertés individuelles. Plusieurs mouvements révolutionnaires ont lieu en Europe occidentale et orientale, comme la chute de Napoléon en France en 1814, et aboutissent à la naissance d'États modernes. Du côté économique, il y a eu la découverte de nouvelles matières premières. La découverte de l'Amérique a entre autres conduit à une forte importation de métaux précieux en Europe, or, fer, cuivre. Cependant, l'industrialisation n'est pas rapide, car le charbon demeure la seule source d'énergie utilisée. De plus, l'essor du commerce international conduit au développement des produits européens. L'accroissement de la production, la croissance démographique et la stabilisation de la paix permettent une reprise des échanges. Hormis la Méditerranée, le commerce évolue dans l'Atlantique. Du côté socio-culturel, il y a eu 3 grands changements qui ont marqué la période de la Renaissance en Europe.
Premièrement, les transformations sociales. On remarque que par rapport au Moyen-Âge, on constate une expansion urbaine par des villes comme Paris, Bordeaux et Venise qui attirent les populations exode rural. De nouvelles catégories sociales apparaissent. Banquiers, hommes d'affaires, artisans, vu l'évolution du mode de vie urbain qui attire de plus en plus de personnes. Deuxièmement, les révolutions religieuses. À l'époque de la Renaissance, à la suite de quelques écarts des autorités religieuses, le pouvoir de l'Église est mis en question. On reproche à l'Église de mettre plus d'efforts à afficher sa supériorité qu'à véritablement aider les fidèles. C'est ainsi qu'au XIVe siècle, le protestantisme est né. Il sera ensuite adopté par les princes allemands et les Scandinaves. Ce qui nous amène à la deuxième partie de la réforme protestante, soit l'importance grandissante des églises réformées et de Jean Calvin. Ce dernier est à l'origine du calvinisme, une approche de la vie chrétienne reposant sur le principe de la souveraineté de Dieu en toutes choses, soit une importante branche du protestantisme. Le développement des églises réformées a pris une direction indépendante de celle de Luther, sous l'influence de nombreux auteurs et réformateurs, en particulier Calvin. Pendant ce temps-là, en Angleterre, l'anglicanisme prend vie. L'origine de cette confession remonte à la décision du roi d'Angleterre, Henri IV, au XIVe siècle, de rompre avec le pape pour cause politique et théologique via l'acte de suprématie de 1534. Cette doctrine est une confession chrétienne se voulant à la fois catholique et réformée. Troisièmement, la renaissance culturelle et artistique. La Renaissance est une fausse image d'un retour vers le passé, mais un goût de l'Antiquité revu, corrigé, transformé, enrichi de toute l'expérience médiévale. Le corps humain, plus belle œuvre de la création, doit retrouver sa place dans l'art fondé sur les progrès de la science, la perspective, les proportions, l'harmonie. Les thèmes sont très variés, nus, religion, mythologie. De plus, nous pouvons aussi remarquer la lente éclosion de la science moderne, esprit critique, observation des phénomènes de la nature, désir d'apprendre et de comprendre sont la base de l'apparition de l'esprit scientifique. La révolution copernicienne affirme que la Terre et les planètes tournent autour du Soleil, bouleversant ainsi la vision géocentrique du monde. En tout cas, l'Europe est en pleine expansion, que ce soit du niveau artistique ou scientifique. Et bien évidemment, l'invention de Gutenberg aboutit à une révolution culturelle grâce à une diffusion massive des livres. Pour finir, la Renaissance contribue à une période de bouleversement et de rupture pour l'Occident. Elle inaugure un nouvel humanisme et l'ouverture d'une brèche dans la vision théocentrique du monde. L'époque moderne, une époque d'absolutisme, de renouveau, d'exploration, elle marque le début de l'ère coloniale. En effet, même s'il y a divergence chez les historiens à ce propos, elle débute en 1492 avec justement la redécouverte de l'Amérique par Christophe Colomb et prend fin en 1789 à la suite de la Révolution française. Se distinguant de sa sœur, la modernité redonne du teint à l'Europe médiévale. Avancée technologique, armes, découverte des patates qui permet une croissance démographique, humanisme renaissantiste, apparition de la bourgeoisie et entrée en scène des Lumières, elle prépare l'Occident au changement à venir. La chute de Constantinople et la recherche de richesses poussera les explorateurs à mener leur quête de découverte du fameux passage vers l'Inde. En 1787, Bartholomé Dias le fera, mais entre-temps, c'est Christophe Colomb qui tombe sur l'Amérique, qu'il prend pour l'Asie. Sa découverte ouvrira les portes à d'autres explorations, comme celles de Jean Cabot, Vasco da Gama, Jacques Cartier et d'autres, qui mèneront à la colonisation en Amérique avec profit des fourrures, mais bon, ça c'est toute une autre histoire. Revenons en Europe. La réforme protestante éclate en 1517 et c'est Martin Luther qui accrochera les 95 thèses aux portes de l'Église. Face aux divisions, le Concile de Trente est mis en place. Objectif, l'unité, la doctrine et la discipline. Pour les évêques, le résultat n'est pas très concluant, et Charles Quint, empereur du Saint-Empire, on peut faire un lien avec lui car il en subira un peu d'ailleurs les conséquences, car étant roi de diverses contrées, il veut l'unité politico-religieuse de l'Europe. Or, son cousin François Ier, allié aux Ottomans, et les princes protestants repellés, lui compliquent la tâche, bref, un échec. Henri VIII, quant à lui, est responsable de l'anglicanisme par l'acte de suprématie. Au final, on peut nommer l'édit de Nantes de 1598 par Henri IV, roi de France, qui mettra fin aux guerres religieuses dans son pays, même si ce n'est pas à l'échelle continentale. Mais bon, l'époque moderne, c'est aussi l'époque des colonisations, enfin, ses débuts. Donc parlons-en. C'est l'Espagne et le Portugal, surtout, puis la France et l'Angleterre qui s'activent à ce niveau, à la recherche de biens, mais aussi de peuples à convertir, ce qui augmente la puissance de l'Église. Une grande compétition entre l'Espagne et son voisin portugais a lieu, mais bon, avec le traité de Tordesillas, on dit trêve de chamaillerie, et si on séparait le globe en deux.
Il y a aussi un enjeu important d'esclavage pour les cultures de coton du nouveau continent. Les travailleurs ramenés du pied-à-terre en Afrique sont traités dans des conditions exécrables lors de leur voyage en bateau. Enchaînés ou insalubres, pas d'endroit pour dormir ou faire ses besoins, 30 à 60% en meurent. Pendant ce temps, en Angleterre, il y a surpopulation. Ce sera une des raisons avec les richesses de s'installer en Amérique et au fil du temps, les semences plantées sur le nouveau continent croîtront. 1638, Louis XIV naquit. Il ne s'en rend peut-être pas compte, mais il représente l'apogée de l'absolutisme, car oui, à Versailles, il manie les nobles comme des pantins, les décisions étant prises en retrait. Les idées du mercantilisme, des États généraux, de l'Académie française verront, entre autres, le jour sous son règne. Pendant ce temps, les révolutions éclatent en Angleterre. La première révolution en 1649 marque la chute des Stuarts et l'instauration du Commonwealth, qui sera ensuite déstauré quelques années plus tard. La Révolution glorieuse, en 1689, est une réaction au roi catholique absolutiste détesté. Enfin, avec à l'envers, en 1714, le Parlement prend de la place, c'est une date très importante. Voilà, on arrive à une des parties les plus significatives de cette histoire. Les philosophes présents depuis l'Antiquité reviennent sous la bannière des Lumières. Ils critiquent la religion et l'histoire qui, selon eux, empêchent le progrès. Bref, pour eux, mieux vaut recommencer les principes de la société pour accéder au renouveau. Et en France, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert propage et envisage d'autres régimes, ce qui alimente leurs idées, comme celles de Rousseau. On peut aussi nommer Montesquieu, Voltaire, Locke, qui ont néanmoins des philosophies différentes. On parle de société mauvaise, de libéralisme, de changement par l'autorité de l'État. Enfin, c'est comme s'ils criaient, indirectement certes, mais oui, sur les toits, fini le train-train des rois d'Europe, place à la Révolution. Vous vous souvenez de Louis XIV? Son descendant, Louis XVI, sera un peu moins habile que lui, car oui, son royaume est endetté par les guerres et les dépenses de la cour. Pour solution, il décide d'augmenter les taxes, argent qu'il tire et qu'il soutire des poches du tiers-état, entre autres composées des bourgeois et des paysans qui ne font pas autant de dépenses que les nobles. Étant en désaccord, ses membres prêtent le serment du jeu de paume. Même si on cède à leurs demandes, les révoltes augmentent à Paris et la prise de la Bastille a lieu le 14 juillet 1789. Une monarchie constitutionnelle régie par la Déclaration des droits de l'homme est alors mise en place, et c'est ainsi que les portes se referment sur cette période si mouvementée de l'histoire. « 1789. La Révolution française initie l'époque contemporaine. Monarchie renversée, terreur, guillotine, expansion française. En 1799, Napoléon prend le pouvoir pour se sacrer empereur en 1804. Son objectif est de conquérir l'Europe, et même s'il abdique 10 ans plus tard, les pays qu'il a dominés ont gardé des traces de ses réformes, comme le Code et l'État civil. Au XIXe siècle, les empires coloniaux se construisent, obéissant à une pulsion patriotique qui veut que l'on soit plus grand que son voisin. Les colonies fournissent de plus des matières premières peu chères et un vaste marché, ce qui favorise la révolution industrielle. La deuxième révolution de l'humanité, après celle de l'agriculture, qui correspond aussi à l'apogée de l'Occident. Le progrès sur bien des plans est inouï. Ceci grâce à des facteurs non négligeables, dont l'avancée technologique, à commencer par la machine à vapeur, le marché que créent les empires coloniaux, les ressources abondantes dans les métropoles comme dans les colonies, la disponibilité de capitaux, la volonté de s'enrichir. 1914. La Grande Guerre. D'un côté, la France, la Russie et le Royaume-Uni, de l'autre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Le bilan en 1918 est de 22 millions de morts et de 35 millions d'invalides. Jamais le monde n'a connu pareille hécatombe. L'Europe décline. Et en 1939, Hitler provoque une seconde guerre mondiale, qui elle fait plus de 60 millions de morts. La guerre est conclue par la bombe atomique, et dès 1945, on crée des institutions de maintien de la paix, telles l'ONU. Cela n'empêche pas les conflits. Entre autres, les colonies veulent s'affranchir, et si certaines y parviennent dans le calme, comme en Afrique subsaharienne, d'autres doivent lutter, comme le Vietnam ou l'Algérie. Depuis lors, le monde n'a cessé de résonner de conflits, amplifiés par la mondialisation et le progrès technologique. L'Occident, qui se résume par l'Europe, son influence et le christianisme, semble décroître en ces trois aspects, malgré, depuis 1957, la communauté économique puis l'Union européenne. Aujourd'hui, notre civilisation, passée par 1000 crises et par 1000 fantasmes, a peut-être amorcé sa chute.